Qu'a vraiment révélé la lueur orange qui a embrasé la mer Noire cette nuit-là? Dans la nuit noire du 19 octobre 2025, le port de Tchornomorsk devint le théâtre d'une attaque d'une violence inouïe. Plusieurs explosions déchirèrent le silence, brisant l'illusion de sécurité que les quais entretenaient encore quelques heures plus tôt. Mais ce n'était pas qu'un simple bombardement. C'était la colonne vertébrale logistique d'une armée qui vacillait sous nos yeux. Les déflagrations éclatèrent, révélant l'ampleur du désastre. Un entrepôt contenant des armements stratégiques cruciaux pour la défense ukrainienne fut anéanti. Au cœur de la zone, des superviseurs de l'OTAN étaient présents, censés garantir la sécurité et la répartition des équipements. Leur présence, censée rassurer, se mua soudain en symbole d'impuissance et de vulnérabilité exposée. Le silence des autorités devint presque oppressant. Tandis que les militaires s'efforçaient tant bien que mal de circonscrire le chaos, aucune explication claire ne filtrait. Ni sur la nature exacte des pertes, ni sur la véritable origine de l'attaque. Sur les réseaux, rumeurs et spéculations explosèrent. Certains parlaient de substances hautement toxiques parties en fumée, d'autres murmuraient sabotage interne, voire perte de technologies classifiées. En quelques minutes, la destruction d'un unique entrepôt mit à nu la fragilité de toute la chaîne d'approvisionnement occidentale en Ukraine. La confiance envers les alliés chancela, le moral des troupes sur le front Est s'effondra. Et une question obsédante émergea. Combien d'autres points vitaux pourraient s'effondrer tout aussi facilement? Refuser de regarder cette vérité en face, c'est ignorer à quel point la défense ukrainienne repose sur un équilibre précaire. Et c'est surestimer la solidité d'une alliance face à des frappes imprévisibles, là où une opération ciblée suffit à menacer l'ensemble d'une position et à précipiter une défaite aux conséquences incalculables. La lumière surnaturelle qui a embrasé la baie de Tchornomorsk n'est pas qu'un feu de plus dans la nuit. C'est le signal d'un effet domino, prêt à se propager sur tout le front. Mais que s'est-il vraiment passé durant ces heures décisives? Et pourquoi le silence officiel persiste-t-il? Pour comprendre l'ampleur de la crise, il faut revenir sur le déroulé précis de cette nuit. Qui a frappé? Et comment les défenses ont-elles pu être aussi facilement contournées? Dans la brume d'automne, tout semblait suspendu, jusqu'à ce que le ciel s'embrase, déchirant la nuit sur le port de Tchornomorsk. La nuit tombait, plus lourde qu'aucune autre, étouffant les quais dans un silence oppressant. Seul le roulement sourd des vagues du Dniestre et l'écho lointain des machines en veille troublèrent l'immobilité. Les projecteurs restaient éteints, les bateaux paraissaient abandonnés, mais sous cette carapace d'inertie, chacun percevait une tension électrique, prête à jaillir. Les radios grésillaient par accès, saturées de codes et d'alertes que l'on murmurait plus qu'on ne les annonçait. Aux entrées, les militaires se passaient à la consigne d'un regard, scrutant le ciel bas où les nuages filtraient la lumière des étoiles. Cette nuit n'était pas comme les autres. Les rumeurs d'attaque enflaient, chaque geste trahissait la crainte d'un dérapage imminent. La certitude s'imposa en quelques minutes. Un grondement inhabituel fendit l'obscurité. La défense anti-aérienne ukrainienne entrait en action. Les batteries disséminées autour du port crachèrent leurs premiers missiles, traçant dans la brume des arcs désespérés. Mais ce n'étaient pas quelques engins isolés. Des vagues de missiles russes, coordonnées avec une précision implacable, s'abattirent l'une après l'autre, noyant la riposte sous leur rythme implacable. D'habitude, une frappe s'épuise vite. Mais ce soir, l'effort ennemi semblait sans fin. Chaque salve testait, puis vidait, les maigres réserves de munitions antiaériennes. Derrière chaque explosion, grandissait la peur d'une brèche, l'angoisse de voir la catastrophe s'infiltrer dans la routine militaire. Le port n'était pas visé au hasard. Carrefour logistique vital, il nourrissait le front en armes, munitions, véhicules blindés et carburant. Chaque container, chaque wagon, chaque remorque stationnée sous les grues valait des millions d'euros, et surtout, la promesse d'un avantage ou d'un échec décisif sur le champ de bataille. Cette nuit-là, la concentration de matériel sensible atteignait son apogée. Cargaison débarquait à peine quelques heures plus tôt, blindés camouflés sous bâches, palettes de munitions destinées aux unités les plus exposées. Les superviseurs étrangers, présents pour garantir la fluidité des transferts, observèrent le balai nocturne sans se douter du piège en train de se refermer.
Puis, tout bascula. Les premières explosions n'avaient rien de familier. Ce n'était pas l'alerte brusque d'un raid classique. C'était un pilonnage méthodique, chirurgical, visant les nerfs du stockage et du transit. Le sol vibrait à chaque impact, les alarmes hurlaient, et une lueur rouge avalait la brume, teintant l'air d'un pressentiment d'apocalypse. Cette attaque n'était pas une simple incursion. L'intensité, la coordination, la précision des cibles, tout révélait une opération pensée pour frapper là où cela fait le plus mal, au cœur du dispositif logistique. Les défenseurs, débordés, comprenaient que la nuit serait interminable, chaque minute de chaos menaçant d'effacer des mois d'efforts et de sacrifices. Dans ce tumulte, la moindre erreur, la plus petite défaillance pouvait transformer un entrepôt en brasier, une victoire logistique en désastre. Ici, une seule brèche pouvait coûter bien plus que du matériel. Elle ouvrait la porte à la défaite, à la perte de confiance, à la dislocation de toute une chaîne de soutien. Mais au cœur de cette tempête, un signal inattendu bouleversera l'ordre établi. Ce qui se joue à Tchornomorsk cette nuit-là dépasse de loin la destruction matérielle. Ce dépôt n'était pas qu'un simple entrepôt. Il était le cœur battant d'une opération cruciale à l'Est, la pièce maîtresse autour de laquelle s'articulaient tous les espoirs de supériorité militaire. Ce qui y reposait dépassait tout ce que l'on aurait pu imaginer. Missiles de longue portée, systèmes de défense anti-aérienne de dernière génération, équipements électroniques occidentaux rarissimes, chaque caisse, chaque palette, portait la marque d'un effort international colossal. Rien n'était laissé au hasard. Les cargaisons arrivaient sous escorte, classées, répertoriées, surveillées. L'importance de chaque livraison se mesurait en mois de négociations diplomatiques, en millions d'euros investis, mais surtout en capital politique. Ce n'était pas une simple logistique, c'était un engagement à visage découvert des alliés occidentaux, un pari sur la victoire, une prise de risque assumée. Le port, jadis anonyme, était désormais le maillon le plus sensible de toute la chaîne, sous le regard permanent de superviseurs venus d'Europe et d'Amérique du Nord. Officiers de l'OTAN, experts en sécurité, ils ne se contentaient pas d'observer. Ils validaient chaque mouvement, vérifiaient les listes et, en cas de doute, décidaient immédiatement du sort d'un lot trop sensible. Leur présence, censée rassurer, avait en réalité crispé tous les acteurs locaux. Après une série de scandales et de fuites, la confiance était brisée. Il fallait contrôler, verrouiller, mais cela ne faisait qu'attirer davantage l'attention. Concentrer autant de ressources stratégiques, de matériel sophistiqué et de personnels étrangers en un seul lieu, c'était tendre la perche à l'adversaire. Le risque explosait. L'ennemi, lui, ne manquait ni de patience ni d'outils. La moindre anomalie, le moindre retard, pouvait déclencher un incident diplomatique, voire pire. Dans la nuit du 15 au 16 octobre, la tension a atteint son paroxysme. Sous la pression d'un calendrier intenable, les équipes ukrainiennes et alliées ont tenté de disperser le maximum de matériel. Tout se faisait à la hâte, dans la crainte d'un faux pas. L'accumulation de biens précieux, la présence de militaires étrangers, le balai incessant des camions, tous les signaux d'alerte étaient réunis. L'ennemi, informé par des réseaux infiltrés et une surveillance électronique constante, connaissait le moindre détail, jusqu'à l'heure exacte des transferts les plus sensibles. L'attaque n'a donc rien eu d'improvisé. Elle a frappé au moment précis où l'impact serait maximal, aussi bien sur le plan matériel qu'en termes d'image et de morale. Au lever du jour, le tableau était sans appel. L'épaisse fumée, les débris épars et l'absence de toute communication officielle soulignaient la gravité de la perte. Les autorités ukrainiennes se sont enfermées dans le silence, se contentant de formules vagues sur « un incident maîtrisé ». Les superviseurs occidentaux ont été évacués discrètement, comme s'ils n'avaient jamais été là, laissant derrière eux un vide et un malaise palpable. Mais ce qui s'était effondré dépassait la simple perte matérielle. L'armée ukrainienne se retrouvait privée d'un levier stratégique pour les semaines cruciales à venir. Les Alliés voyaient leur crédibilité mise à mal, tandis que tous les adversaires, désormais, guettaient la faille béante dans la logistique occidentale. C'était un signal d'alarme, brutal, irrévocable, qui remettait en cause la confiance même au sein de la coalition.
ce revers ne pouvait rester sans conséquence. Les prochains jours décideraient si la brèche serait colmatée ou si elle précipiterait une défaite impossible à rattraper. Mais un autre enjeu, plus discret encore, se dessinait dans l'ombre de cette attaque, la traque de la taupe. Car pour frapper avec une telle précision, l'ennemi devait avoir un complice à l'intérieur. Quand le port s'embrasa, ailleurs, les lignes de défense commencèrent à craquer. La nuit où Tchornomorsk fut frappé, il ne s'agissait pas d'un simple incendie. À l'est, au même moment, les forces russes lancèrent des offensives coordonnées sur 5 axes distincts. Cette simultanéité n'était pas un hasard. C'était une manœuvre parfaitement synchrone, pensée pour submerger toute capacité de réaction. Les alertes se multipliaient sur toutes les fréquences. Mais sur le front, les soldats ukrainiens attendaient désespérément des équipements qui ne viendraient plus. Sans ravitaillement, sans munitions de précision, sans renforts blindés, certaines unités n'eurent d'autre choix que d'abandonner leurs positions les plus exposées. La chaîne logistique, déjà affaiblie, céda là où elle était vitale. Aucun plan B immédiat, aucune réserve locale ne put compenser l'absence des convois engloutis par les flammes du port. Les approvisionnements s'étaient volatilisés en une nuit, laissant un vide impossible à combler. À ce moment crucial, la destruction d'un élément PVO, probablement un système patriote, ouvrit une brèche inespérée pour l'aviation et les drones russes. Sans couverture anti-aérienne, les frappes se multipliaient sur les arrières, hôpitaux de campagne, dépôts secondaires, points de commandement avancés. Chaque minute sans défense coûtait des vies et des kilomètres de terrain. Un effet domino s'enclencha aussitôt. La perte d'un nœud stratégique désorganisa en cascade tout un secteur du front. Les communications devinrent confuses, les ordres contradictoires. La panique gagna jusqu'aux états-majors intermédiaires. Là où la logistique devait rassurer, elle devint source de méfiance et d'angoisse. Pour masquer l'ampleur du désastre, la communication officielle privilégia les euphémismes. On parla de difficultés temporaires, de mouvements tactiques prévus. Mais sur le terrain, les pertes s'alourdissaient, les replis s'accéléraient. Les soldats savaient, chaque heure sans obus ni missiles anti-aériens signifiait des morts, des défenses qui s'évanouissaient et une crédibilité de l'état-major qui s'effritait à vue d'œil. Dans cette zone grise, l'information valait autant que les munitions. La confiance entre l'armée ukrainienne et ses alliés s'érodait sous les regards impuissants. L'illusion d'une chaîne d'approvisionnement invulnérable s'effondra, révélant la fragilité d'un système trop centralisé, trop surveillé, incapable d'improviser face à l'inattendu. Ce chaos logistique devint, cette nuit-là, une crise de commandement. Les soldats sur le front n'attendaient plus seulement des ordres, ils attendaient l'impossible, le retour d'une normalité perdue dans les flammes et la confusion. Ce n'était plus une simple défaite tactique, c'était tout un syndrome de domino qui sapait la résilience et la foi dans la suite des opérations. Mais au-delà de la débâcle immédiate, une question brûlait. Cette faille logistique allait-elle rester un accident isolé ou révélait-elle un mal plus profond? Les jours suivants allaient en donner la mesure, sur le terrain comme dans les coulisses du pouvoir. Quand chaque contrôle de plus coûte une vie de moins au front, le dilemme prend une dimension tragique. La nuit de Tchornomorsk en a donné la preuve implacable. Sous la pression de l'urgence, la réaction instinctive fut d'empiler les barrières, contrôles additionnels, double validation, inventaire répété à chaque carrefour. On a fractionné les lots, multiplié les itinéraires, cherché la sécurité dans la complication. Mais chaque formulaire ajouté, chaque tampon exigé, volait des secondes vitales. Et sur le front Est, une minute de retard, c'est parfois un soldat qui ne reviendra jamais. Dans la chaîne logistique, la peur de la faute a supplanté la volonté d'efficacité. Les superviseurs de l'OTAN, hantés par le spectre du détournement ou du sabotage, ont réclamé des preuves à chaque geste, jusqu'à asphyxier la réactivité du système. Désormais, la machine obéissait à la lourdeur des procédures, plus qu'à l'urgence du terrain. Peu à peu, chaque livraison s'est fragmentée, chaque camion immobilisé dans l'attente d'un énième feu vert. Chaque document supplémentaire a ajouté stress, confusion et erreur. Les logisticiens, saturés de notifications contradictoires, ont vu leur efficacité s'effondrer. L'anxiété, la peur des sanctions,
Les burn-out ont paralysé les équipes, tuant toute prise d'initiative. La panique a gagné les états-majors. Ceux qui, hier encore, saluaient la coopération exemplaire, ont cherché des responsables à blâmer. Audit sur audit, limogeage, climat de suspicion. Loin de renforcer la sécurité, ces réflexes ont sapé la confiance à tous les niveaux. Sur le plan politique, la spirale de la méfiance a fissuré la solidarité de façade. Craignant d'être éclaboussés, les alliés occidentaux ont alourdi les procédures, rendant la chaîne logistique encore plus lente. Le commandement ukrainien, accablé, a détourné ses maigres ressources vers le contrôle, au détriment de l'action. La leçon est brutale. En temps de guerre, l'excès de bureaucratie ne protège rien. Au contraire, il se paie en sang, en délai, en revers stratégique. Multiplier les contrôles permet peut-être de sauver quelques lots de matériel, mais c'est risquer de perdre des batailles entières, faute de réactivité. La guerre ne pardonne ni l'inertie, ni la méfiance érigée en système. Derrière chaque signature en attente, chaque retard de livraison, il y a un blindé cloué à l'arrière, une batterie de missiles à court, une unité isolée sans appui. Le coût humain et stratégique de la paperasse est vertigineux. Face à l'ennemi, ce n'est pas la perfection des procédures qui sauve, mais la capacité d'adaptation et la confiance partagée dans l'urgence. Tchornomorsk rappelle que, dans la guerre moderne, la logistique n'est pas affaire de chiffres ou de tableaux Excel, mais de vie ou de mort, minute après minute. Mais la crise de confiance ne s'est pas limitée à l'arrière. Sur le front, la pénurie d'équipements et les retards ont forcé les unités à improviser, parfois à leur risque et péril. Une faille suffit à tout embraser. Ce qui s'est joué, cette nuit d'octobre à Tchornomorsk, va bien au-delà d'un entrepôt parti en fumée. En une seule attaque, la confiance bâtie jour après jour entre alliés, la sécurité réputée infaillible des procédures occidentales et la robustesse présumée de la logistique ont volé en éclats. Le récit d'une chaîne d'approvisionnement invulnérable, surveillée par des superviseurs étrangers, n'a pas résisté plus d'une minute à la précision d'un sabotage ciblé. Chaque segment, du stockage à la distribution, a révélé son propre talon d'Achille. Les procédures les plus élaborées, censées prévenir toute catastrophe, se sont montrées rigides, incapables de s'adapter à l'imprévu. Les superviseurs de l'OTAN, garants de la sécurité, se sont retrouvés, par leur simple présence, transformés en cibles idéales pour l'ennemi. Les conséquences n'ont pas frappé que l'armée ukrainienne. À travers cette unique défaillance, c'est la crédibilité de toute une architecture d'alliance qui s'est fissurée. Des ressources accumulées pendant des mois se sont consumées en quelques heures. Reconstituer les stocks, remplacer le matériel perdu, réorganiser les flux logistiques, tout cela prendra un temps précieux, pendant lequel le front Est a déjà commencé à céder. Du docker au général, de l'ingénieur logistique aux soldats en première ligne, tous ont ressenti le même vertige. Que reste-t-il quand la chaîne se brise ? Qui peut garantir que la prochaine cargaison de vivres ou de munitions arrivera ? Le doute s'est insinué dans chaque conversation, chaque geste, sapant la confiance et la discipline. L'état-major, déjà sous tension, a vu son autorité contestée par ses propres partenaires. L'écho des explosions est remonté jusqu'aux premières lignes, où la crainte d'une pénurie soudaine s'est muée en anxiété palpable. Des unités entières ont vacillé, l'élan collectif s'est brisé, la peur de manquer est devenue un ennemi de plus à combattre. Mais la leçon est plus profonde qu'un simple revers. Tant que la logistique reposera sur des schémas figés et une foi aveugle dans des protocoles, aucune armée ne sera à l'abri. Les systèmes, aussi perfectionnés soient-ils, sont tissés d'erreurs humaines et de routines prévisibles. L'adversaire, lui, n'attend que la prochaine faille pour frapper ailleurs, sous une forme différente. Dans notre monde connecté, rien n'est vraiment intouchable. Une brèche, un seul point d'impact au bon endroit, et tout s'effondre en cascade. Pour éviter que l'histoire ne se répète, il faudra repenser d'urgence nos modèles de sécurité, accepter la remise en question et chercher des réponses hors des sentiers battus. Il ne s'agit pas seulement de reconstruire un port ou un dépôt. Il faut rebâtir une doctrine, retrouver l'humilité stratégique, admettre la fragilité de nos certitudes et se préparer à l'inattendu.
Et vous, êtes-vous prêt à remettre en cause tout ce que vous croyez savoir sur la guerre moderne et la sécurité? Car la prochaine attaque pourrait viser un autre maillon, et son onde de choc, tout bouleverser à nouveau. Exemples concrets et parallèles historiques. Pour réellement saisir l'ampleur de ce qui s'est produit à Tchornomorsk, il est nécessaire de revenir sur d'autres moments de l'histoire militaire où la logistique, souvent négligée par le grand public, a été le facteur décisif d'une victoire ou d'une défaite. Prenons l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque l'armée allemande lança l'opération Barbarossa en juin 1941, l'un des facteurs principaux de son échec fut la rupture de ses lignes logistiques. Les convois de ravitaillement, incapables de suivre l'avancée rapide des troupes, furent harcelés par des partisans et ralentis par la boue, le froid et les routes défoncées. Malgré la puissance de feu initiale, l'armée allemande fut stoppée non par la force brute de l'armée rouge, mais par le manque de carburant, de nourriture, de pièces détachées et de munitions. Ce fut un tournant décisif. De même, lors de la guerre du Golfe en 1991, l'opération Tempête du désert ne doit pas son succès qu'à la supériorité technologique américaine, mais aussi à la capacité de l'armée américaine à acheminer quotidiennement des milliers de tonnes de matériel à travers des centaines de kilomètres de désert, sans rupture, malgré les sabotages et les attaques de missiles Scud. À Tchornomorsk, la perte d'un seul entrepôt a eu un effet similaire. Imaginez que vous soyez sur le front, dans une tranchée glaciale, attendant un camion de munitions qui n'arrivera jamais. Imaginez que vous êtes médecin militaire, recevant des blessés, mais que le convoi médical a brûlé dans les explosions du port. Chaque soldat, chaque soignant, chaque mécanicien dépend de cette chaîne invisible. Quand elle cède, c'est tout un front qui s'effondre. On peut également évoquer l'exemple de la bataille de Stalingrad. Lorsque l'encerclement de la 6e armée allemande fut complet en novembre 1942, la Luftwaffe tenta d'approvisionner les troupes par pont aérien. Mais le volume nécessaire, des centaines de tonnes par jour, dépassait de loin les capacités réelles de l'aviation allemande. Résultat, la famine, le froid, l'épuisement et finalement la reddition. La logistique, encore une fois, décida du sort de dizaines de milliers d'hommes. À Tchornomorsk, la situation fut aggravée par la présence de superviseurs étrangers. Leur rôle, bien intentionné, fut détourné par la réalité du terrain. L'ennemi, connaissant leur présence, avait toutes les raisons d'attaquer précisément à ce moment, sachant qu'une telle frappe démoraliserait non seulement les Ukrainiens, mais aussi leurs soutiens occidentaux. C'est un exemple classique de ce que les stratèges appellent le centre de gravité, frapper là où l'adversaire est le plus vulnérable. Scénarios pratiques. Imaginons une situation où, dans une autre guerre moderne, un port stratégique devient la cible d'une attaque coordonnée. Que peut-on faire pour éviter un nouveau Tchornomorsk? Premièrement, il faut diversifier les points d'entrée logistiques. Plutôt que de concentrer tous les équipements dans un seul port ou un seul entrepôt, il serait plus judicieux d'utiliser plusieurs petits hubs répartis sur tout le territoire. Cela complique la tâche de l'ennemi, qui doit alors multiplier ses efforts et ses frappes pour paralyser la chaîne de ravitaillement. Pendant la guerre de Corée, par exemple, les forces de l'ONU utilisaient des ports secondaires et des dépôts mobiles pour éviter d'être coupés par une seule frappe. Deuxièmement, il faut renforcer la sécurité par la redondance. Cela signifie que chaque unité doit disposer de réserves locales suffisantes pour tenir plusieurs jours, même en cas de rupture du flux logistique principal. Pendant la bataille des Ardennes, en 1944, les unités américaines encerclées à Bastogne ont pu tenir grâce à des parachutages d'urgence et à des stocks préalablement constitués. Troisièmement, il est essentiel d'investir dans la formation des logisticiens eux-mêmes. Trop souvent, la logistique est vue comme une discipline secondaire. Pourtant, un chef logistique capable de réagir vite, d'improviser des solutions alternatives, de contourner les blocages administratifs, peut sauver une situation désespérée. Enfin, il faut adopter une culture de la transparence limitée. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le secret autour du débarquement de Normandie fut total. Les convois étaient dispersés, les horaires changés à la dernière minute, les renseignements cloisonnés. À Tchornomorsk, au contraire, la centralisation et la présence visible d'experts étrangers
ont rendu la cible évidente. Étape concrète pour l'avenir. Pour éviter qu'un nouvel effet domino ne se reproduise, voici quelques pistes concrètes à suivre. 1. Mettre en place des audits réguliers, non pas pour sanctionner, mais pour anticiper les failles. Il s'agit de repérer les goulets d'étranglement avant que l'ennemi ne les exploite. 2. Encourager la circulation d'informations entre le terrain et l'état-major. Les logisticiens sur le front doivent avoir voix au chapitre et pouvoir remonter les dysfonctionnements sans crainte de sanctions. 3. Limiter la bureaucratie inutile. Chaque procédure doit être justifiée par une nécessité opérationnelle et non par la peur du blâme. Des comités de simplification doivent être créés avec pour mission de réduire les délais et d'éviter les doublons. 4. Former les cadres à la gestion de crise. Cela implique des exercices réguliers de simulation, coupure totale des approvisionnements, destruction d'un dépôt, perte de communication. Plus on s'entraîne à l'imprévu, moins on sera surpris le jour venu. 5. Renforcer la coopération avec les civils et les entreprises locales. Lors du siège de Sarajevo, des réseaux de ravitaillement clandestins ont permis de survivre des années durant grâce à l'ingéniosité et à la solidarité de la population, en contournant les canaux officiels trop exposés. 6. Investir dans la sécurité numérique. L'attaque de Tchornomorsk a probablement été facilitée par une fuite d'informations, qu'elles viennent d'une taupe humaine ou d'une cyberintrusion. L'avenir de la logistique sera aussi une guerre des données. 7. Accepter la perte comme une composante inévitable de la guerre moderne. Plutôt que de vouloir tout protéger à tout prix, il faut s'assurer que la perte d'un site ne paralyse pas tout le système. Cela implique une culture du plan B, du plan C et du plan D. Conclusion ouverte. La catastrophe de Tchornomorsk n'est pas seulement le récit d'un incendie spectaculaire ou d'une défaillance ponctuelle. Elle est le miroir grossissant de toutes les faiblesses qui guettent les armées du XXIe siècle. Centralisation, rigidité, surexposition, bureaucratie, manque d'anticipation. Ce qui s'est joué cette nuit-là résonnera encore longtemps dans les états-majors. Les généraux retiendront la leçon, ou ils la paieront à nouveau, ailleurs, sous une autre forme. La sécurité, dans la guerre moderne, n'est plus une affaire de forteresse imprenable. Elle est devenue une lutte d'adaptation permanente, un défi d'agilité, une course contre le temps et contre l'intelligence de l'adversaire. La prochaine attaque ne ressemblera pas à la précédente. Elle viendra peut-être d'un drone, d'un virus informatique, d'un sabotage interne ou d'une manipulation de l'opinion. Ce qui compte, ce n'est plus l'épaisseur des murs, mais la souplesse de la pensée, la rapidité de la réaction, la confiance entretenue malgré les coups durs. Alors, face à la lumière orange qui a embrasé la mer Noire cette nuit-là, c'est à chacun de nous de répondre. Saurons-nous, collectivement, apprendre de nos failles et préparer le terrain pour que la prochaine onde de choc ne détruise pas tout sur son passage? Car sur le champ de bataille, l'histoire a prouvé une chose. La victoire sourit à ceux qui, chaque jour, se préparent à l'impossible.